Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études eurafricaines. Dirigé par André-Julien Mbem. Le Sahara et la Méditerranée, frontières entre l'Afrique et l'Europe, sont aussi des passerelles par lesquelles, depuis des siècles, au-delà des tragédies et des drames, se rapprochent et se remodèlent ces deux ensembles géographiques et leurs civilisations. La collection Études eurafricaines encourage la diffusion d'études historiques et prospectives sur les symbioses dont cette partie du monde est l'antique théâtre. Déjà paru. Yves-Marie Lolland, L'Europe face à l'Afrique, du choc démographique au choc des civilisations, 2010. Jean-Alexis Mfoutou, La langue de l'amour et de la sexualité au Congo-Brazzaville, 2010. Patrice Mundunga Mwiti, La société gabonaise de cours, 2010. Christelle Gaborio, 2 ans au cœur du Tchad, 2009. Jean-Alexis Mfoutou, La langue française et le fait divers en Afrique noire francophone, 2009. Roland Villers-Adams, Expérience initiatique en terre africaine, 2009. Jean-Alexis Mfoutou, La langue de la nourriture, des aliments et de l'art culinaire au Congo-Brazzaville, 2009. Philippe Milon, Rendons le pouvoir à l'Afrique. Cri de révolte d'un bénévole de terrain, 2009. André-Julien Mbem, Nicolas Sarkozy à Dakar. Débat et enjeux autour d'un discours, 2007. Abréviation de mots. Adjectif. Adjectif. Adverbe. Adverbe. Ent. Antonyme. Chap. Chapitre. Corref. Coréférent. FE accent aigu M. Féminin. Intre. Intransitif. Invar. Invariable. Loc. Locution. Loc adjectif. Locution adjectivale. Loc adjectif ou adverbe. Locution adjectivale ou adverbiale. Loc adverbe. Locution adverbiale. Loc nom. Locution nominale. Loc verbe. Locution verbale. Masque. Masculin. N. Nom. N et adjectif. Nom et adjectif. NF accent aigu M. Nom féminin. N masque. Nom masculin. N masque place. Nom masculin pluriel. Nom. Nominal. Place. Pluriel. PRE accent aigu CE accent aigu D. Précédent. Quelqu'un. Quelqu'un. Signe. Singulier. Suive. Suivant. Synonyme. Synonyme. TR. Transitif. V. Verbe. Verbe. Verbal. V-intre. Verbe intransitif. V-pronom. Verbe pronominal. VTR. Verbe transitif. V. Voir, indication de renvoi. Préambule. Dans l'univers de la communication verbale, les langues ne sont plus prisonnières de leur spécificité originelle. Elles peuvent être transmises sans que soient forcément identiques le lieu et le contexte culturel de leur épanouissement. Il n'est sans doute pas trop tôt pour réfléchir sur la langue de l'école dans l'espace communicationnel congolais. Si la langue française s'émancipe ici de la forme dite de référence, ce sont autant d'opérations à l'œuvre dans la production de la signification qui se trouvent revisitées. La leçon doit être entendue, qui met en garde contre l'illusion qui réduit à tort les langues à des formes figées car passant d'un contexte d'emploi à un autre, d'une culture à une autre, d'une époque à une autre, etc., la même langue n'est plus vraiment la même, et cela parce que les nouveaux dispositifs culturels modifient les conditions de production et de créativité. Portée par une culture nouvelle, donc, la langue est offerte aux manipulations du sujet parlant dont les interventions ne sont plus réduites à imiter ou à insinuer un dire. Dans la forme qu'elle acquiert ainsi, ici ou là, la langue est alors forcément l'une des plus puissantes métaphores pour penser et dire le cosmos, la nature, l'école, etc. La langue de l'école montre à l'évidence que la particularité du lieu où se trouve le sujet parlant et l'universalité du savoir dont celui-ci peut s'emparer,
s'associent, fondent, fusionnent dans l'activité langagière de l'énonceur psychosocial. En cela, la langue est toujours et par nature abstraite. Abstraite ne veut dire ni vague, ni générale, mais tirée de l'observation et de l'analyse du concret, et malléable, en ce qu'elle est constamment réinjectée dans le concret. C'est donc, comme nous le verrons dans ce livre, le concret qui a besoin du langage, son langage, pour être pourvu de sens. Interroger et faire parler la langue de l'école, saisir ce qu'elle dit, envisager les évolutions qui la concernent, voilà l'objet de ce livre. Il ne s'agit aucunement de jouer les devins, mais d'utiliser des outils et les concepts pour comprendre les réalités d'aujourd'hui. Chacun remarquera à la lecture de ce livre que la langue de l'école dit la vie sociale, une vie marquée par une infinité de relations. La vie en société étant faite de rencontres, d'échanges, de conflits, de compétitions, de rapports d'autorité, d'entraide, etc. entre les individus. Ces relations entre sujets parlants sont appréhendables, selon au moins 2 points de vue différents. Elles peuvent en effet être considérées sous l'angle de la psycholinguistique, toute relation entre individus pouvant être perçue comme un rapport psychologique, mais elles peuvent également être examinées en termes sociolinguistiques. Dans la réalité quotidienne cependant, ce découpage n'existe pas. Il n'y a pas d'un côté des rapports psycholinguistiques, et de l'autre des rapports sociolinguistiques. Rien n'interdit de penser au contraire que tout type de relation verbale qui s'instaure, à un moment donné entre individus, comporte toujours des aspects à la fois psycholinguistiques et des aspects sociolinguistiques. Il convient néanmoins d'exprimer de façon précise ce qui distingue le point de vue du sociolinguiste de celui du psycholinguiste. Le psycholinguiste étudie l'investissement mental et affectif des sujets parlants dans les échanges verbaux. Il analyse leur comportement et leurs aptitudes à communiquer en fonction de leur profil psychique et de leur histoire personnelle. Le sociolinguiste en revanche s'intéresse avant tout à la dimension sociale des productions verbales. Il met entre parenthèses la subjectivité et la psychologie des sujets parlants, pour se concentrer sur ce qu'il y a de social dans les productions langagières quotidiennes. Pour préciser cette socialité de la parole voire du langage, le sociolinguiste adopte à certains égards un point de vue plus général que le psycholinguiste. D'une part, le sociolinguiste replace toujours l'usage personnel de la langue dans le cadre plus large des organisations, des institutions, des groupes dans lesquels vivent les sujets parlants et dans lesquels s'instaurent des rapports humains dits aussi rapports sociaux. D'autre part, s'il analyse autant l'usage que la fonction du langage dans la société, le sociolinguiste étudie à travers le même langage, les rapports qui s'établissent entre groupes d'individus. C'est en définitive toute l'organisation sociale que le sociolinguiste ambitionne ainsi de mieux comprendre. Schématiquement, nous pouvons dire que ce qui obsède le psycholinguiste dans les relations entre sujets parlants, ce sont à travers le langage, la formation et l'évolution des personnalités, alors que ce qui intéresse le sociolinguiste dans ces mêmes relations, c'est ni plus ni moins l'organisation sociale du langage et son évolution. 1. L'héritage colonial. Dès la plus lointaine préhistoire, écrivent Kefeleka et Nyangunaa, 1990, le Congo a connu, sauf peut-être dans la cuvette congolaise, une intense activité humaine. Les plus anciens habitants que nous connaissions avec certitude semblent être les Pygmées qui auraient été progressivement contenus, étouffés, refoulés par les Bantous venus du nord par migration successive en empruntant les grandes routes de l'Est. Installés sur le littoral et dans le sud du pays où ils avaient établi des royaumes bien structurés, les Bakongos ont été les premiers à la fin du XVe siècle à nouer des contacts avec les Portugais venus évangéliser les populations, avec la conversion du Mani-Congo en 1491 et commercialiser avec elle, les premiers échanges ayant porté sur les étoffes, les bois, l'ivoire. L'arrivée des Hollandais et Espagnols à partir du milieu du XVIe siècle amena, non sans déstabiliser les royaumes côtiers et vider le pays de ses forces vives, l'instauration du trafic des esclaves qui se développa jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'abolition de la traite intervint au XIXe siècle mais elle fut suivie par la signature entre Savorgnan de Brazza et Makoko le 10 septembre de la Convention plaçant le royaume Tio sous la protection de la France, puis le 12 mars 1883 entre le lieutenant de vaisseau Cordier et le Malo Ango, chef principal des Vili, le traité reconnaissant la suzeraineté de la France sur le royaume côtier de l'Oango, un royaume des Afrique centrale,
qui a existé du XVe au XIXe siècle sur un territoire maintenant partagé entre le Cabinda, Angola, la République du Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon, dès la fin du même siècle, par la colonisation. Peu auparavant, avec l'installation de la première mission à Linzolo dès 1881, avait débuté la christianisation du pays par les pères de la Congrégation du Saint-Esprit. Visant à la création d'assemblées représentatives locales, à l'évolution des territoires vers une personnalité politique, à la reconnaissance des droits et des libertés des autochtones et à la mise en place des apostrophes. Une politique sociale, médicale, éducative calquée sur celle de la métropole, les recommandations de la Conférence de Brazzaville, 22-1944 au 8-2-1944, furent concrétisées dans la Constitution de 1946 créant l'Union française par laquelle la France forme avec les pays d'outre-mer une union fondée sur L', égalité des droits et des devoirs sans distinction de race et de religion. Au fait colonial est liée l'introduction de la langue française dont le personnel d'encadrement de l'armée de conquête fut le premier véhicule, tandis que les soldats autochtones des troupes coloniales en furent à leur tour les premiers locuteurs congolais. Dans la hiérarchie militaire ou politique, les fonctions les plus valorisées étant confiées aux indigènes comprenant et parlant cette langue. Ainsi, au début de la période coloniale, la diffusion du français se fit surtout, au hasard des contacts entre colonisateurs et colonisés, de manière empirique et spontanée. Très vite, l'armée de conquête, formée de cadres métropolitains et d'hommes de troupes originaires d'autres pays d'Afrique noire, utilisa dans ses rapports avec les populations indigènes la variété de français, caractérisée entre autres par un certain nombre d'emprunts aux langues endogènes, voire par un mélange avec celles-ci, qui avait cours à l'intérieur de cette armée et connu sous le nom de français tirailleurs ou français militaires. De cette entreprise tout à fait délibérée des colonisateurs résulta l'implantation de la langue française au Congo, apprise sur le tas et possédant une visée utilitaire immédiate. Cette langue vit son usage déborder largement le cadre restreint de l'armée coloniale et s'employa comme langue de communication dans l'administration, le commerce, voire le travail salarié. En effet, après avoir fait 15 ans, 20 ans ou 25 ans de service, une fois démobilisés et parce qu'ils comprenaient ou parlaient le français, la plupart des anciens soldats des troupes coloniales se trouvaient recrutés, à titre de commis, d'interprètes, de maîtres d'école, etc., comme agents de l'administration coloniale ou comme chefs d'équipe, capita, sur les chantiers et dans les plantations. Très vite, le système colonial plaça le français au centre des rapports aussi bien économiques, administratifs que politiques. Dès lors, selon Kefeleka et Nyangunaa, 1990/18, le français devait bénéficier d'un certain prestige puisque ses locuteurs, choyés par l'administration coloniale qui voyait en eux ses plus fidèles soutiens, jouissaient à leur retour au village d'un statut social élevé lié à leur expérience, à leur aisance matérielle, pension régulière et la faveur clairement manifestée des autorités. Le français, parce que des mesures interdisaient tout recours aux langues endogènes aussi bien en classe que dans la cour de l'école, était la langue exclusive de l'enseignement. Toutes les écoles, catholiques, protestantes, officielles, connaissaient le système du symbole, eau d'animal ou boîte d'excréments d'humain qu'on accrochait au cou de tout élève qui, dans l'enceinte scolaire, parlait une langue locale, utilisait un ou plusieurs mots des langues endogènes dans un discours censé être en français ou faisait une faute de français. En fin de journée, tous ceux qui avaient porté le symbole étaient punis et soumis au châtiment corporel. Il fallait parler français, et l'usage de cette langue faisait l'orgueil de celui qui pouvait en articuler quelques mots. Celui qui comprend, parle, lit, écrit le français commande aux autres et ne travaille pas de ses mains. L'école devient alors le principal lieu de diffusion du français. La réaction des colonisés s'organisa dans un premier temps, au sein des mouvements messianiques particulièrement actifs dans la partie sud du pays. En 1921, le prophète Simon Kimbangu créa au Congo belge une église qui fit de nombreux adeptes au Moyen-Congo. 5 ans plus tard, en 1926, le Congolais André Matsoua fonda une amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française, AEF, et qui s'opposa ouvertement au régime colonial. En 1939, un autre Congolais Simon Mpadi fonda le mouvement caquiste, se réclamant en fait de l'œuvre de Simon Kimbangu et qui fit également réaction à la colonisation. Certes, les idées linguistiques de ces mouvements ne sont pas explicites mais elles se lisent toutefois dans leur philosophie générale.
faire écran à toute action coloniale, veiller sur les valeurs culturelles locales. Mais nombre de Congolais d'ores et déjà s'intéressent aux valeurs occidentales et particulièrement à la langue française. Langue déjà perçue comme un moyen de communication de prestige. Même après l'indépendance, et malgré la volonté des responsables politiques de rejeter toutes les valeurs importées, les résultats escomptés, dans ce pays où on voit croître le nombre de personnes sans travail, sans métier, sont encore loin d'être atteints. Il semble que les Congolais n'ont plus tellement confiance dans l'avenir. Le pays connaît de nombreuses réformes scolaires, mais une solution telle que l'introduction des langues endogènes dans l'enseignement s'avère plutôt difficile à appliquer à différents niveaux, et ne se sentent guère concernés par ces nouvelles perspectives. Peut-être devrions-nous dire que toute réforme en matière d'enseignement devrait venir non de l'extérieur, mais des enseignants eux-mêmes auprès de qui elle peut seulement être stimulée. La réforme de la langue de l'enseignement en tant que ce qui instruit et forme, est un travail qui doit être poursuivi par le monde enseignant lui-même et qui implique évidemment la formation des formateurs et l'auto-rééducation des éducateurs. Qui éduquera les éducateurs ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.